Les éditions Télème présentent un enregistrement intégral de Guéris tes relations, stop au schéma dysfonctionnel, rompre les cycles du passé et créer des liens authentiques, de Dr Nicole Lepera, lu par Caroline Roussel. À ma mère et à tous ceux qui sont partis avant elle, qu'ils reposent dans la paix infinie de l'amour. À tous ceux qui sont encore là, que vous métamorphosiez votre douleur et guérissiez vos cœurs. Introduction. Vous êtes l'artisan de votre changement. Vous êtes probablement en train de lire ce livre parce qu'il y a dans votre vie une relation qui est source de stress. Qu'il s'agisse d'un partenaire amoureux, d'un parent, d'un frère ou d'une sœur, d'un enfant, d'un ami ou d'un collègue de travail, vous aimeriez que la dynamique change entre cette personne et vous. Et si vous êtes comme la plupart des gens, vous aimeriez que cette évolution se produise aussi rapidement que possible. Certains d'entre vous sont peut-être même indécis à l'idée de poursuivre leurs efforts dans une relation en particulier, car vous n'êtes pas certain que cela en vaut la peine, voire qu'une réparation soit envisageable. Pour d'autres, trouver ou entretenir des relations est tout simplement compliqué, et la perspective d'un futur isolé et solitaire les effraie. Je vous comprends. Pendant près d'une décennie où j'ai travaillé comme psychologue clinicienne, j'ai rencontré beaucoup de patients qui avaient le désir profond de trouver un amour durable, de réparer des conflits ou de rompre avec des habitudes qui ne fonctionnaient plus. Au cours de mes sessions avec des personnes célibataires, des couples ou des familles, j'ai pu observer un schéma récurrent. Malgré toutes leurs bonnes intentions et leurs efforts, la plupart étaient incapables de créer ou d'entretenir les relations qu'ils souhaitaient. Et ce faisant, la frustration et l'amertume s'étaient emparées de plusieurs d'entre eux. La majorité de mes patients avaient lu des livres sur les relations et avaient, au fil du temps, essayé toutes les dernières stratégies et les derniers outils dans l'espoir que quelque chose, quoi que ce soit, puisse les aider. Nombre d'entre eux avaient entendu parler du concept du langage amoureux, rendu célèbre par le livre du docteur Gary Chapman, Les 5 langages pour trouver l'amour, le secret qui va révolutionner vos relations, datant de 1992. La théorie de l'auteur est qu'en demandant à notre partenaire de prouver son amour de différentes manières, par le toucher, de bons moments passés ensemble, des cadeaux, des mots d'encouragement ou des services rendus, tels que faire le lit ou préparer le dîner, on approfondit le lien qui nous unit. Cette approche plus large qui consiste à mettre en place des changements externes, c'est-à-dire attendre des autres qu'ils adaptent leur comportement afin de répondre à nos besoins, est un fil conducteur assez répandu dans la plupart des thérapies relationnelles. Bien que les pratiques et les outils diffèrent d'un spécialiste, d'un livre ou d'une idéologie à l'autre, en règle générale, le message principal est globalement le même. Nous devons changer certaines choses chez nous afin de pouvoir mieux répondre aux besoins des autres et vice-versa. En théorie, si vous ne vous sentez pas soutenu ou connecté dans une relation, demander à l'autre de modifier son comportement peut sembler être une bonne solution. Pourtant, si l'on applique cette approche à la vraie vie, cela peut souvent se retourner contre vous. Nous ne pouvons pas changer les autres et attendre qu'ils modifient les schémas relationnels qui sont enracinés en eux, car cela ne fonctionne généralement pas, du moins jamais très longtemps. En effet, rechercher des évolutions externes fait souvent augmenter les tensions entre les gens, ce qui provoque de la réactivité ou du mécontentement et entretient le conflit ou la déconnexion. Cela peut véritablement devenir la recette pour une vie de rancœur et de mépris. Vous devez peut-être, et à juste titre, vous demander: alors qu'est-ce que je suis censé faire? Si attendre que les autres changent, qu'ils s'adaptent mieux à la personne que je suis ne fonctionne pas, quelle est la solution? Moi aussi, je me suis posé cette question pendant des années. Très tôt dans ma vie d'adulte, j'ai rencontré des difficultés à créer les liens que je désirais ardemment. Bien que j'aie à ma disposition de très nombreux outils thérapeutiques, la plupart de mes relations ne cessaient de me donner un sentiment d'insatisfaction. Et ce, malgré tous mes efforts pour améliorer mon introspection, la conscience de moi-même, ainsi que ma communication. Je me sentais constamment seule, même lorsque j'étais entourée de personnes, qu'il s'agisse de ma famille pendant les vacances, d'un groupe d'amis qui s'était rassemblés pour fêter mon anniversaire, ou d'une partenaire au cours d'un voyage romantique. Dans ces moments, lorsque je voulais ou même m'attendais à ressentir une connexion profonde, je me surprenais souvent à me sentir seule et mal aimée. Quoi que je disais, la façon dont je le disais, ou quoi que les autres faisaient ou essayaient de faire pour moi, je me sentais malgré tout déconnectée et seule.
Plus j'essayais désespérément de me rapprocher des autres, plus je me sentais loin et plus ma douleur devenait profonde. Lors d'un Noël, bloqué dans ces cycles non épanouissants et pourtant très familiers, mes schémas relationnels m'ont paru tout à coup très évidents. À cette époque, j'étais en couple avec Sarah, une relation que je décrirai plus amplement dans le chapitre 1. Nous étions ensemble depuis plusieurs années et nous partagions un appartement dans le quartier de l'East Village à New York. Comme nous retournions chacune dans nos familles pour le jour de Noël, nous avions pris l'habitude de le fêter ensemble quelques jours plus tôt. Cette année-là, Sarah m'avait demandé si nous pouvions passer du temps en couple, simplement elle et moi. C'était un changement assez important dans notre dynamique habituelle. Sarah était une personne très sociable, et pendant des années, notre relation avait toujours tourné autour de soirées et de dîners à plusieurs. Le fait qu'elle veuille passer la journée avec moi me touchait, et j'avais l'espoir que ce geste spécial nous aiderait à approfondir notre lien. Ce matin-là, nous nous sommes réveillés dans notre appartement bien décoré. Puis, je lui ai cuisiné un petit déjeuner élaboré avant d'échanger nos cadeaux. J'étais toute excitée lorsque j'ai ouvert une enveloppe dans laquelle Sarah avait glissé 2 tickets pour aller voir, un peu plus tard ce jour-là, le spectacle du Cirque du Soleil, mon préféré. Elle avait envie de passer plus de temps seule avec moi. Elle se rappelait à quel point j'aimais le Cirque du Soleil. Elle m'aimait, ai-je songé. C'était le geste romantique suprême. Pourtant, pendant que nous nous préparions à partir, j'ai commencé à me sentir de nouveau rongée par ce sentiment de déconnexion. Plusieurs heures plus tard, alors que j'étais assise à côté d'elle dans le noir, au milieu de la foule du théâtre, rien n'avait changé. Je me sentais même encore plus seule qu'auparavant. Nous ne nous parlions ou ne nous regardions pas, et au lieu de me sentir reliée à elle par un ruban d'amour invisible qui, je pensais, allait circuler entre nous deux, j'avais l'impression d'être assise à côté d'une inconnue. Afin de gérer cet inconfort, j'ai commandé une bière et je n'ai cessé de boire pendant tout le spectacle, dans l'espoir que je parviendrais à briser le mur qui s'était dressé entre nous. À cette époque, j'étais en deuxième année de psychologie clinique et j'étais suivie par mon propre thérapeute. J'effectuais un travail sur moi, j'étais d'ailleurs de plus en plus consciente de moi-même, du moins, c'est ce que je croyais, et je partageais avec les autres ce que je découvrais. Cela n'a fait qu'aggraver ma croyance que le problème dans ma relation avec Sarah était dû forcément à sa réticence ou son incapacité à créer un lien. À force de mijoter dans la solitude et des sentiments croissants de déconnexion que je ne connaissais que trop bien, j'ai fini par me dire que c'était peut-être moi qui étais responsable de mon malheur. Comme cela avait été le cas de nombreuses fois dans mes autres relations, peut-être que je me sentais seule avec Sarah, parce que j'étais émotionnellement seule. Bien qu'il fût douloureux d'admettre que j'étais sans doute, et à mon insu, l'artisan de ma souffrance la plus profonde, cela fit également naître la lueur d'espoir qu'étant l'unique responsable, j'avais aussi peut-être le pouvoir de rompre ces cycles récurrents. Comme un grand nombre des schémas relationnels que nous répétons dans notre vie d'adulte, ma solitude émotionnelle avait commencé pendant ma jeunesse, en raison de mes toutes premières relations familiales. Dans mon enfance, je n'ai jamais appris à créer de liens émotionnels avec qui que ce soit, parce que personne autour de moi ne l'avait appris non plus. Comme je l'ai découvert bien des années plus tard, pour créer un lien émotionnel avec une autre personne, il faut tout d'abord en avoir un avec soi-même. Pour ce faire, vous devez être capable de pouvoir éprouver et exprimer de manière authentique vos sentiments, ce qui en retour nous permet de nous sentir véritablement vus, connus et soutenus par les autres, des besoins émotionnels profonds que nous partageons tous. Étant donné que je ne cessais de rendre les autres responsables de mes problèmes relationnels et que j'attendais d'eux qu'ils changent pour moi, je ne pouvais pas saisir le rôle que je jouais dans mon propre malheur. J'étais incapable de percevoir à quel point j'étais déconnectée de mon soi, ainsi que de mes attentes et de mes besoins. Même si je travaillais pour mieux me comprendre, je n'étais pas pleinement consciente de mon attitude au sein de mes relations. Comme un grand nombre de mes patients, j'attendais que ce soit les autres qui s'occupent de mes émotions ou qui m'aident à me sentir mieux, sans savoir comment le faire moi-même. Convaincue que la bonne personne saurait tout simplement comment apaiser ou faire disparaître mon sentiment de solitude le plus profond, j'étais déçue lorsque celle-ci n'y parvenait pas, quoi qu'elle fasse ou qui qu'elle soit. En comptant sur les autres pour qu'ils répondent à mes besoins, je sabotais la satisfaction que ma relation m'apportait. Mais je continuais malgré tout de reproduire les mêmes comportements, non seulement avec mes partenaires, mais également dans tous mes autres rapports humains. J'ai commencé lentement à m'apercevoir que j'étais chaque fois la seule constante, et j'ai fini par me rendre compte que je ne pourrais jamais vraiment contrôler ce que les autres font ou non, et encore moins la rapidité, l'efficacité et l'exhaustivité avec lesquelles ils peuvent ou souhaitent répondre à mes besoins.
J'ai enfin compris qu'attendre ou demander à une autre personne qu'elle change ce qu'elle est ou sa manière authentique de s'exprimer pouvait uniquement conduire à ce que nous nous sentions toutes deux mal aimées. Être appréciés pour ce que nous sommes est un besoin humain universel, que je ne souhaitais certainement pas refuser à mes proches. Ma famille ou ma formation clinique ne m'avait pas appris que pour changer notre manière à créer des liens avec les autres et de vivre nos relations, nous devons tout d'abord modifier la façon dont nous créons des liens et nous vivons notre relation avec nous-mêmes. En tant qu'adulte, ceci est directement influencé par la manière dont les liens et les sentiments des autres ont été exprimés dans nos toutes premières relations. Pendant notre jeunesse, chaque fois que l'attention que l'on nous apportait était imprévisible, incohérente ou négligente, nous développions la croyance profonde que nous ne méritions pas que l'on s'occupe de nous ou que l'on réponde à nos besoins. En nous sentant intrinsèquement indignes d'une telle attention, nous avons commencé à modifier notre façon de nous exprimer et de créer des liens avec les autres. Au fil du temps, nous avons fini par montrer uniquement à autrui nos aspects acceptables en jouant des rôles, que j'appelle dans ce livre les soi conditionnés, afin de nous protéger et nous fondre dans les divers contextes de notre enfance. Une fois adultes, nous sommes toujours gouvernés par notre peur profondément enracinée de ne pas avoir de valeur, et nous continuons de répéter ces schémas habituels dans toutes nos relations. En jouant ces rôles familiers qui entretiennent notre déconnexion avec l'essence qui nous est propre, ou avec notre façon unique de nous comporter avec les autres, nous finissons inévitablement par nous sentir sous-estimés au sein de nos relations. Afin de nous exprimer avec authenticité, nous avons besoin d'être suffisamment en sécurité. Or pour cela, nous devons tout d'abord nous sentir véritablement sereins dans notre corps. Toutefois, un grand nombre d'entre nous ne sont pas en mesure d'avoir accès à ce sentiment, parce que leur organisme n'y parvient pas non plus. Si nos besoins sont systématiquement ignorés, notre système nerveux est chroniquement stressé. Nous nous retrouvons bloqués en mode survie, psychologiquement incapables de nous sentir en sécurité en présence des autres. Cette prise de conscience m'a ouvert les yeux. Si je ne me sens jamais entièrement saine et sauve dans mon propre corps, comment puis-je me sentir suffisamment en sécurité pour vivre les moments de joie, de soulagement et de connexion qu'offre un amour authentique? Si je me concentre uniquement sur ma capacité à être à la hauteur des autres ou des standards de la société, en refoulant au passage mes besoins et mes désirs authentiques, comment les personnes qui m'entourent peuvent avoir la possibilité de créer un lien avec celle que je suis véritablement? Si je ne connais et n'aime pas tout de moi, comment puis-je envisager d'accepter qu'une autre personne me connaisse et m'aime pleinement? Je partage ici mon histoire parce qu'elle est courante. Quelles que soient les particularités de votre vie, nous sommes peu nombreux à n'avoir besoin de personne pour avoir le sentiment d'avoir de la valeur et d'être aimé, sans attendre une validation ou une approbation extérieure. Comme nous le faisions dans notre enfance, nous comptons sans cesse sur les autres pour qu'ils nous aident à nous sentir en sécurité. Nous continuons de refouler les aspects de notre personnalité jugés comme honteux, ce qui confirme ainsi notre peur profondément ancrée que ces facettes ont aussi peu de valeur qu'on nous l'a fait croire à l'origine. Notre niveau de stress augmente, en même temps que celui de notre rancœur envers les autres, au fur et à mesure que nous évitons, nions ou modifions notre expression authentique. Comme nous nous sentons submergés, nous finissons souvent par crier après nos proches lorsqu'ils ne nous demandent pas comment s'est passée notre journée, par éviter les conversations difficiles, néanmoins importantes, avec notre famille ou par nous replier sur nous-mêmes lorsque nos amis essaient de nous aider. Une habitude fréquente que nous sommes nombreux à adopter lorsque nous rejouons sans cesse les stratégies de défense de notre enfance, même si aujourd'hui, celles-ci sont uniquement source de douleur et de souffrance. En commençant à recréer un lien avec la personne que nous sommes véritablement et avec notre valeur intrinsèque, quelque chose de magnifique se produit, et pas uniquement pour nous. Plus nous nous sentons en sécurité avec notre expression de soi, plus nous pouvons rapidement créer de la sérénité pour que les autres puissent également s'exprimer avec toute leur vulnérabilité et leur authenticité. C'est uniquement lorsque j'ai créé une meilleure connexion avec mes propres désirs et besoins que j'ai été en mesure d'être véritablement mon soi authentique avec les autres, ce qui m'a permis d'offrir l'amour que j'avais toujours cru leur donner. Afin de comprendre ce dont j'avais besoin et ce que je voulais, j'ai dû recréer un lien avec mon corps, en explorant ce qu'il ressentait à cet instant précis. Lorsque j'ai commencé à retrouver ce contact et à me sentir plus à l'aise dans l'exploration de ces sensations, j'ai été mieux à même de gérer les expériences stressantes ou bouleversantes et d'exprimer mes sentiments
au lieu de fuir ou de me replier sur moi-même, comme je le faisais depuis des années. En étant plus à l'aise avec mes émotions et en ayant plus confiance dans mes capacités croissantes à m'exprimer, je me suis aperçue que je tolérais bien mieux l'inconfort que j'éprouvais lorsque je me sentais émotionnellement vulnérable. Au fil du temps, je me suis surprise à communiquer de manière bien plus honnête en présence des autres, même avec des personnes que je venais de rencontrer. M'ouvrir à mes propres expériences émotionnelles dans mes relations m'a également permis d'être, par la suite, plus présente ou de mieux compatir avec les expériences émotionnelles des autres. La vérité est que j'ai dû m'apprendre à me sentir suffisamment en sécurité dans mon propre corps, afin d'ouvrir mon cœur pour qu'il donne et reçoive l'amour que je recherchais si ardemment. Embarquant ainsi dans un voyage qui allait changer ma vie, qui m'a montré à quel point l'amour peut être profond, épanouissant et vaste, et qui m'a appris que le but n'est pas seulement de trouver l'amour, mais également de détecter et de retirer toutes les barrières protectrices que j'ai construites contre celui-ci. L'amour, comme je l'ai appris, ne consiste pas à se montrer d'une certaine manière, mais à incarner le sentiment, en offrant aux autres le soutien et la possibilité d'être tout simplement eux-mêmes. Je partage dans ce livre les informations et les outils que j'ai découverts afin de vous guider dans votre propre voyage de retour vers votre cœur. Vous découvrirez dans ces pages comment vous reconnecter à l'ensemble de votre personne, corps, esprit et âme. Vous apprendrez à reconnaître les différents soi conditionnés que vous endossez dans vos relations, à identifier et satisfaire vos besoins, à apaiser des émotions bouleversantes et pour terminer, à recréer un lien avec la capacité innée et infinie de votre cœur à aimer. Votre voyage ainsi que ce livre ont non seulement pour objectif de guérir le lien et la relation que vous avez avec votre cœur, mais également avec celui de ceux qui vous entourent. Comme vous allez aussi le découvrir, c'est uniquement lorsque nous sommes connectés et que nous prenons soin de notre cœur que nous pouvons véritablement en faire de même avec celui des autres. Recréer le contact avec la connaissance intuitive infinie qui réside dans votre cœur vous aidera à faire des choix qui vous apporteront de la joie et de l'épanouissement à l'intérieur et à l'extérieur de vos relations. Votre voyage vous permettra de répandre de l'amour dans les espaces qui se trouvent entre et autour de vous, vous garantissant ainsi d'accéder, en tant qu'individu, partenaire ou membre d'une famille, à un potentiel plus profond, ce qui profitera en fin de compte à l'ensemble de nos communautés. Guérir nos relations est le cadeau le plus grand et le plus curatif que nous pouvons nous faire à nous-mêmes, à ceux qui nous entourent, ainsi qu'au monde que nous partageons tous. Dans nos cœurs réside le pouvoir de changer nos relations et nos environnements. C'est l'amour qui vit en chacun de nous qui est la véritable source de notre guérison. Chapitre 1. Le pouvoir de vos relations. Nous envisageons majoritairement nos relations comme quelque chose qui nous arrive, plutôt que quelque chose qui se produit avec ou à cause de nous. Nous tombons amoureux, emportés par la passion ou le pouvoir d'un autre. Nous choisissons sans cesse la mauvaise personne, systématiquement aveugles aux signaux d'alerte, même si nous pensons faire preuve de discernement. Lorsqu'une relation se fracture ou se termine, nous accusons généralement l'autre, convaincus qu'il ou elle n'était pas disposé ou capable de nous rendre heureux. Il est souvent difficile d'admettre le rôle actif que nous jouons dans une relation, y compris le fait que nous choisissions peut-être instinctivement certaines personnes pour des raisons spécifiques. Nous sommes nombreux à tomber amoureux de quelqu'un, non parce qu'il a éveillé le désir dans notre cœur, mais plutôt parce qu'il répond à des besoins inconscients. La plupart d'entre nous choisissent d'ailleurs involontairement de nous entourer de personnes qui nous permettent de reconstituer les habitudes et les schémas interpersonnels familiers de nos toutes premières relations. Nous nous sentons souvent impuissants au sein de nos rapports humains parce que nous passons l'essentiel de notre temps et de notre énergie à nous concentrer sur des choses que nous ne pouvons pas contrôler, l'autre personne. Même si pour le moment, vous vous sentez peut-être désespéré et que vous avez le sentiment d'être incapable de pouvoir faire évoluer vos relations, prendre conscience du contraire vous redonnera la force, car nous le pouvons tous. Nous sommes tous capables de trouver et de créer des relations saines et heureuses. Nous pouvons tous incarner l'amour auquel nous aspirons, quoi que les autres fassent ou quoi qu'il se produise autour de nous. Mon rôle au sein de mes relations. Avant mes 30 ans, j'avais souvent le sentiment d'être impuissante et passive dans mes relations amoureuses. Je passais de partenaire en partenaire, leur reprochant à chacune l'insatisfaction que j'éprouvais inévitablement et convaincue que j'étais capable de remédier à la situation en rencontrant quelqu'un qui me
correspondrait mieux. Ce schéma a débuté lorsque j'avais 16 ans et que je suis sortie avec Billy. Il était mon premier petit copain et j'étais amoureuse. Du moins, c'est ce que je croyais. Comme dans toute histoire d'amour d'adolescent, nous passions l'essentiel de nos week-ends ensemble à regarder la télévision, à traîner avec nos amis ou à aller au cinéma. Ma famille était au courant pour Billy et elle m'encourageait à passer du temps avec lui. Malgré tout, je ne leur parlais jamais de lui, grommelant seulement de courtes réponses si ma mère ou ma sœur me posaient des questions ou se plaignaient s'il avait récemment fait quelque chose qui m'avait contrariée. Je ne discutais pas non plus en détail de ma relation avec mes amis. Non parce que je ne l'aimais pas ou parce que je n'avais pas de sentiments forts pour lui, bien au contraire, je pensais être amoureuse. Mais dans ma famille, nous ne partagions pas ce que nous ressentions, à moins que nous soyons contrariés ou inquiets à propos de quelque chose. J'ai donc perpétué ce schéma, en me sentant mal à l'aise à l'idée de parler ou de véritablement me plaindre de Billy en dehors des moments où il m'avait blessée ou agacée. Après 1 an et demi de relation, Billy et moi avons fini par rompre. L'une des raisons de notre séparation était qu'à l'automne suivant, nous allions dans 2 universités différentes, 2 campus qui se trouvaient à 13 heures de route l'un de l'autre. Mais ma seconde raison était, selon les termes de Billy, que je n'étais émotionnellement pas disponible. Une description qui m'a collé à la peau jusqu'à aujourd'hui. À l'époque, cela m'a choquée. Je n'avais pas l'impression d'être émotionnellement indisponible. J'avais le sentiment d'être très affectueuse avec lui. Depuis mon plus jeune âge, j'avais toujours été fière de me soucier des autres et d'être une personne bonne et attentionnée. Après ma première année d'université, je me suis aperçue avec surprise que j'étais attirée par l'idée de sortir avec des femmes. J'ai donc tout à coup envisagé l'incident avec Billy sous un tout nouveau jour. Évidemment que j'étais émotionnellement indisponible, me suis-je dit. Je suis lesbienne. J'ai rencontré ma première petite copine, Cathy, pendant mes cours de sport. Nous avions les mêmes amis et les mêmes centres d'intérêt. Nous passions beaucoup de temps ensemble aux entraînements, lors des voyages pour nous rendre au match ou de sorties avec nos coéquipières. Telles étaient les bases de notre relation, proximité et ressemblance. Nous passions l'essentiel de notre temps l'une avec l'autre à faire des activités diverses, mais j'avais le sentiment tenace qu'il manquait quelque chose. Je désirais avoir un lien plus profond. Pourtant, je ne partageais avec elle ou avec quiconque qu'une très petite partie de mon univers émotionnel. À dire vrai, je n'étais pas véritablement ouverte ou disponible pour créer des liens affectifs. Incapable de prendre conscience de mon rôle dans notre manque de connexion et ne ressentant pas les étincelles que je recherchais, nous avons finalement rompu, après avoir passé 1 an et demi ensemble, et j'ai alors commencé à fréquenter Sophia. Jusqu'à la fin de mes années universitaires, Sophia et moi n'avons cessé de rompre et de nous remettre ensemble, pour finalement choisir toutes les deux de déménager dans la même ville après notre diplôme. Par bien des aspects, elle était différente de Cathy. Pourtant, la dynamique que nous avions créée ensemble me permettait toujours de rester à une certaine distance émotionnelle, afin d'éviter tout lien profond et authentique. Je le savais aussi. Ou du moins, mon inconscient, cette partie de notre cerveau qui gère toutes les pensées, sentiments et réactions instinctives et automatiques, le savait. Cette partie, intimement enfouie dans notre psychisme, est l'endroit où nous rassemblons tous nos souvenirs, même ceux dont nous ne pouvons pas explicitement nous souvenir, ainsi que les sentiments que nous avons refoulés, les douleurs de l'enfance et les croyances profondes. Sophia avait été élevée par une mère émotionnellement réactive, qui avait fréquemment eu des comportements explosifs envers sa toute jeune fille, criant et hurlant après elle, ou bien en la critiquant et la rabaissant. Très rapidement, Sophia a commencé à me traiter de la même façon, en criant lorsqu'elle n'était pas d'accord avec ce que je disais ou faisais, et en m'insultant ou me jugeant lorsqu'elle n'aimait pas mon apparence. Sachant ce qu'elle avait vécu dans son enfance, je justifiais son comportement en lui disant qu'elle ne pensait pas ce qu'elle disait ou n'avait pas eu l'intention de me traiter de cette façon, et qu'elle ne faisait que reproduire les anciennes blessures de son enfance. Bien que cela soit vrai, j'avais énormément de mal à maintenir des barrières ou des limites autour de ce que j'étais en mesure de tolérer avec elle. Incapable de camper sur mes positions ou de lui dire qu'elle me blessait ou me contrariait, je commençais à percevoir un sentiment de rancœur croissant envers elle. J'ai continué de reprocher à Sophia mon malheur, sans me rendre compte du véritable problème, à savoir que j'étais profondément en colère contre moi-même parce que je justifiais ma douleur ou bien je trouvais des excuses à son comportement blessant. Après avoir définitivement rompu avec Sophia, j'ai rencontré une femme du nom de Sarah, avec qui je suis restée pendant les 4 années suivantes. Elle était une personne insouciante, qui aimait faire la fête et passer du bon temps. Ce qui m'a inconsciemment attirée,
Il y avait avec Sarah toujours beaucoup d'événements et d'expériences pour distraire mon attention de mes sentiments négatifs. Comme elle semblait ne jamais se soucier de rien, j'avais honte lorsque je ressentais autre chose que de la décontraction ou de la sérénité. Je me suis mise à faire la fête avec elle et à suivre son emploi du temps, presque uniquement composé de sorties en groupe. Pour tenter d'apaiser la douleur croissante et le vide que je ressentais en l'absence d'un lien émotionnel plus profond, mon inconscient continuait de se fier à ses vieilles habitudes tenaces, en étant constamment occupé et en consommant certaines substances pour me distraire et me détendre. Bien que Sarah ne montrât aucun signe de mécontentement envers notre relation, elle était souvent méchante avec moi lorsqu'elle buvait, ce qui arrivait souvent. Cependant, tout comme je l'avais fait avec Sophia, j'ai justifié son comportement en me disant qu'elle avait tout simplement trop bu ou qu'elle n'avait pas vraiment eu l'intention de dire ou faire ces choses. Dans ces moments, je continuais de refouler mes émotions pour essayer de la calmer ou de lui faire plaisir, en faisant passer ses sentiments avant les miens. Alors que les mois se transformaient en années, j'ai commencé à éprouver la même rancœur que j'avais eue envers Sophia. Une fois de plus, je reprochais à Sarah de ne pas me donner suffisamment d'attention et de se moquer de mes sentiments. La relation s'est finalement terminée. Après avoir rompu avec Sarah, j'ai emménagé dans un appartement de 3 chambres avec une colocataire du nom de Vivienne, qui était plus âgée que moi. Elle m'a tout de suite semblé plus mature que les autres femmes que j'avais rencontrées, et nous sommes rapidement devenues amies, puis amantes. Son indépendance et son autosuffisance émotionnelle m'ont attirée. Nous nous sommes rapidement rapprochés, car nous avions les mêmes goûts et des centres d'intérêt communs. Au fil du temps, nous avons commencé à partager l'une avec l'autre nos inquiétudes et nos peurs, ce qui nous a permis d'approfondir le lien qui nous unissait. Tout comme Sophia, Vivienne avait grandi dans un foyer stressant et instable. Elle avait quitté sa maison pour vivre seule, alors qu'elle était encore une adolescente. Fière de n'avoir jamais besoin de personne, dès le début de notre relation, elle avait insisté sur le fait qu'elle n'était pas du genre à se marier. C'est pourquoi, quelques années plus tard, lorsqu'elle a évoqué l'idée de m'épouser, je me suis sentie particulièrement unique. Elle ne veut pas se marier, mais elle veut m'épouser. Intérieurement, je bouillonnais. Nous avons sauté dans un avion en direction du Connecticut, là où à l'époque, notre union du même sexe était légale. Et 1 an plus tard, nous sommes retournés vivre dans ma ville natale en tant que couple marié. Peu de temps après notre déménagement, ma vision des relations amoureuses a commencé à changer. Je venais d'obtenir mon doctorat en psychologie à la New School for Social Research et je commençais à étudier pour obtenir mon accréditation. La formation pratique que tout psychologue doit effectuer avant d'avoir le droit d'exercer. Cet apprentissage était à temps plein et intense. Pendant 2 années, j'ai participé à des séances de psychanalyse individuelle et en groupe, une branche de la psychologie qui examine les différentes manières dont notre inconscient gouverne nos pensées, nos sentiments, nos comportements et la dynamique de nos relations. Je me suis tout à coup retrouvée plongée dans un percolateur d'auto-analyse et d'auto-évaluation. Pendant les séances individuelles, j'ai exploré mes pensées et mes sentiments inconscients, ce que je n'avais encore jamais fait. Et je passais les séances de groupe à évaluer la manière dont j'interagissais dans la classe avec les autres élèves. Au bout de quelques semaines, je me suis aperçue qu'il y avait un gouffre émotionnel immense entre Vivienne et moi. Nous ne parlions jamais de nos sentiments les plus profonds ou de la dynamique de notre relation. Et pourtant, me voilà en train d'aborder ces 2 sujets avec de parfaits inconnus. J'ai commencé à songer que mon mariage ne me rendait pas heureuse et que cette relation ne m'apportait pas le lien émotionnel que je recherchais si ardemment. Dans notre nouvelle vie, nous n'avions pas un cercle d'amis très large, comme c'était le cas auparavant, ce qui réduisait notre univers simplement à nous deux. Sans la distraction de nos proches ou des sorties de groupe, la dynamique de notre relation devenait beaucoup plus évidente, remontant à la surface telle des bulles d'air s'échappant d'une personne sous l'eau et qui retient sa respiration depuis bien trop longtemps. J'ai régulièrement commencé à me plaindre auprès de Vivienne, en lui disant que je ne me sentais pas connectée et que je pensais que notre relation ne possédait pas la profondeur émotionnelle que je désirais et dont j'avais besoin. Je lui ai reproché d'être indépendante et je lui ai dit que c'était à cause d'elle si nous ne parvenions pas à créer des liens plus forts, ce qui a provoqué des cycles de conflits animés. Lorsque j'y repense aujourd'hui, je me sens gênée. Tout comme dans mes relations précédentes, je ne suis pas parvenue à admettre le rôle que je jouais dans le fait que notre relation n'allait pas plus loin qu'un niveau insatisfaisant de superficialité. Étant si largement détachée de mes émotions, j'étais incapable de leur faire honneur. Je ne savais même pas ce que je ressentais.
Alors que j'étais de plus en plus malheureuse, Vivienne s'est mise à se battre de plus en plus pour notre mariage. Sa détermination m'a fait peur, et lorsque je me suis rendu compte que je voulais divorcer, j'ai été pétrifiée. Pour la première fois de ma vie, je ressentais un puissant désir qui allait directement à l'encontre d'une personne à qui je tenais profondément. Pendant des mois, je me suis efforcée de trouver un moyen de lui demander le divorce, essayant à la place de la repousser par mes actes. Lorsque j'ai finalement exprimé ce que je ressentais véritablement, je me suis sentie à la fois terrifiée et forte. Parmi toutes mes relations, c'était la première fois que je donnais la priorité à mes propres désirs et non à ceux d'une autre. Grâce à mon divorce, j'ai pour la première fois pu percevoir le rôle actif que je jouais dans la création d'une dynamique relationnelle, qui ne rendait service ni à moi, ni à ceux qui m'entouraient. De l'extérieur, mon habitude inconsciente d'ignorer mes besoins, de refouler mes sentiments et de faire passer les exigences et les désirs des autres avant les miens m'avait conduite à croire que j'étais une personne bonne et altruiste. Pourtant, ces habitudes ne rendaient ni les autres ni moi heureux. En réalité, comme je n'exprimais quasiment jamais mes véritables sentiments, que d'ailleurs je ne m'autorisais pas pour la plupart à ressentir, je ne faisais qu'augmenter la distance émotionnelle avec les autres. Les faire passer avant moi n'était pas une preuve d'altruisme, c'était de l'abandon de soi. Étant profondément insatisfaite, je me sentais souvent agitée ou contrariée et recherchais alors les disputes ou bien provoquer des querelles sur des problématiques quotidiennes, ce qui avait accru le sentiment de rancœur qui existait entre Vivienne et moi. À cette époque, j'étais incapable de voir le rôle que je jouais dans la répétition de ces conflits, parce que mes habitudes relationnelles étaient ancrées dans mon inconscient depuis l'enfance. Elles faisaient partie de ma manière instinctive de me rapprocher, d'interagir et de créer des liens avec les autres. J'avais développé et utilisé ces habitudes dans mes toutes premières relations, celles que j'avais avec ma famille. Vos toutes premières relations façonnent votre avenir. De l'extérieur, vous devez croire que j'ai grandi dans une famille heureuse et intime. Je vous aurais dit la même chose lorsque j'étais enfant, ainsi que pendant la majeure partie de ma vie d'adulte. J'ai toujours mangé à ma faim, on m'a encouragé à bien travailler à l'école et lors de mes entraînements de sport, et je n'ai connu aucune maltraitance physique ou sexuelle. Pourtant, j'ai appris depuis que l'absence de maltraitance évidente ne remet pas en cause la possibilité d'une négligence émotionnelle et du traumatisme de l'attachement qui y serait lié. Pendant mon enfance, j'étais entourée par le stress et la maladie. Lorsqu'elle était petite, ma sœur aînée a eu de graves problèmes de santé qui ont mis son pronostic vital en péril. Et pendant des années, ma mère a souffert de problèmes de santé et de douleurs chroniques qui n'étaient jamais ouvertement évoqués au sein de la famille. De la même manière, nous ne parlions pas de nos sentiments, que nous soyons heureux ou tristes, et n'abordions jamais directement si nous étions blessés ou en colère. Après tout, n'étions-nous pas relativement heureux? Pour quelles raisons aurions-nous eu le besoin de discuter ou d'affronter quoi que ce soit? Au lieu de me connecter avec mes parents et ma sœur à un niveau émotionnel, j'ai créé avec eux des liens de stress et d'anxiété. Comme toujours, chaque fois qu'un nouveau problème de santé ou un stress du quotidien faisait son apparition, toute notre attention familiale s'alignait dans une inquiétude partagée, jusqu'à ce que la situation se résolve. Chacun accourait pour s'occuper urgemment du membre de la famille qui était stressé, malade ou tout simplement contrarié, et négligeait ainsi régulièrement ses propres besoins. Avec le temps, exposé à la répétition incessante de ces schémas, j'ai appris que mes besoins et mes sentiments n'étaient pas aussi importants que ceux des personnes qui m'entouraient. Bien que je sache que ma famille m'aimait et s'inquiétait pour moi, je n'ai jamais véritablement ressenti cet amour ou cette considération de manière affective. Lorsque j'étais contrariée, comme le font tous les enfants, j'avais besoin d'être écoutée et émotionnellement apaisée ou réconfortée. Comme l'attention de mes parents était généralement indisponible et consumée par la crise du moment, j'ai commencé à partager de moins en moins avec eux, par peur d'ajouter du stress à la famille, qui était déjà écrasée par celui-ci. J'ai finalement appris à accepter que je n'avais absolument aucun besoin, du moins j'essayais de ne laisser transparaître aucun signe de vulnérabilité afin d'éviter la possibilité d'être déçue si personne n'était là pour me soutenir. Pour être en sécurité, je me suis détachée. J'ai refoulé mes sentiments et j'ai dressé un mur entre le monde des émotions et moi. Ces stratégies de défense devinrent mes boucliers. Et pendant les années suivantes, j'allais les utiliser de manière intensive pour essayer de ne pas être blessée dans mes relations. Cette histoire n'est bien évidemment que la mienne, et les vôtres seront différentes.
Quels que soient les voyages uniques de chacun, nos tout premiers liens affectifs ont des répercussions sur les habitudes que nous adoptons dans les relations d'adultes, en particulier dans nos relations amoureuses. Bien que ces habitudes servent rarement nos intérêts actuels, elles nous sont familières, confortables et donc séduisantes. Comme elles sont stockées dans notre inconscient et qu'elles se reproduisent de manière automatique et quotidienne, il est souvent difficile de les examiner et nous avons ainsi du mal à voir de manière consciente le rôle actif que nous jouons dans nos relations. Nous pouvons toutefois apprendre à observer ce conditionnement et à créer de nouvelles habitudes qui répondront mieux aux besoins que nous avons aujourd'hui. En parvenant à voir et à comprendre que notre conditionnement est un vestige de nos expériences passées, nous pouvons nous libérer de la honte que nous ressentions peut-être et qui est le résultat de nos habitudes relationnelles dysfonctionnelles. En organisant et en acceptant le rôle actif que nous jouons, nous pouvons exploiter notre capacité et notre pouvoir pour changer la dynamique de nos rapports. En fin de compte, nous aurons besoin de modifier la manière dont nous nous comportons dans ces relations, si nous voulons que ceci évolue. Après avoir pris conscience que le fil conducteur des schémas dysfonctionnels de mes relations était moi, je me suis donné les moyens de changer la dynamique que j'avais instaurée avec les autres. J'ai commencé par comprendre pourquoi je me sentais uniquement à l'aise lorsque je sacrifiais mes besoins afin d'éviter l'inconfort que je ressentais lorsque je décevais mon entourage. Je n'avais pas établi de limite claire, voire aucune. Ayant perdu tout contact avec mes besoins et mes désirs authentiques, outrepassant sans cesse mes frontières, je finissais par être émotionnellement distante et amère au sein de mes relations, tout en continuant de tenir les autres pour responsables et en mettant un terme à une relation pour partir à la recherche d'une partenaire un peu plus parfaite. N'ayant pas perçu ces habitudes inconscientes, je reprochais aux autres les problèmes que l'on rencontrait et attendais d'eux qu'ils changent sans aborder mon propre rôle dans la création de ces situations incessantes. C'est uniquement lorsque j'ai commencé à m'observer avec plus d'honnêteté que mes relations ont évolué. J'ai réalisé que trouver ou maintenir des relations saines signifiait que je devais être moi aussi émotionnellement saine. Je devais tout d'abord faire quelque chose qui me mettait très mal à l'aise. J'allais devoir apprendre à honorer mes propres besoins et désirs en instaurant des limites avec les autres et en apprenant en même temps à être patiente et compatissante avec moi-même. Comprendre comment les premiers traumatismes de l'enfance vous affectent. À vrai dire, quand il s'agit de nos relations, nous répétons ce que nous avons vécu et appris. C'est pourquoi, si nous avons grandi dans un environnement stressant et chaotique, que nous n'avons pas été les témoins d'habitudes saines, ou que nous avons été émotionnellement négligés ou ignorés, une fois adultes, nous répétons les mêmes dynamiques dans les relations que nous avons avec les autres. Bien que nous n'en soyons probablement pas conscients, notre passé, notamment notre affection envers nos figures parentales, est connecté à notre esprit et notre corps, ce qui nous pousse à rechercher et à recréer instinctivement le même genre de relation une fois adultes. Ce sont nos liens traumatiques, des schémas conditionnés pour créer des liens avec les autres et qui reflètent ou reproduisent les tout premiers attachements que nous avons formés envers nos figures parentales. Avant d'aller plus loin, il est nécessaire de définir quelques concepts que nous allons explorer tout au long de ce livre. Commençons par le terme traumatisme. La majorité des gens, lorsqu'ils entendent ce mot, pensent souvent immédiatement à la souffrance qu'une personne peut ressentir à la suite d'un drame ou d'un événement violent, tel qu'une catastrophe naturelle, une guerre, un viol, un inceste ou de la maltraitance. Bien que tous ces incidents puissent certainement provoquer un traumatisme, celui-ci peut également être la conséquence de tout stress qui surpasse notre capacité émotionnelle à y faire face, ce qui provoque des dérégulations continues dans le système nerveux de notre corps. Cela comprend également un stress bouleversant qui se produit lorsque nous n'avons pas ce qu'il faut pour nous sentir en sécurité, y compris du soutien émotionnel. Si nous ne nous sentons pas régulièrement sains et saufs, ou si nous avons peur que les personnes dont notre survie dépend ne soient pas systématiquement disponibles pour nous, alors nous éprouvons un manque de certitude et de contrôle. Cela active le circuit du stress de notre corps, également connu sous le nom d'axe hypothalamo-hypophyso-surrénalien, HHS, que nous évoquerons plus en détail à la page 118, et qui nous empêche de gérer les circonstances présentes. Une humiliation incessante de nos émotions, la dénégation de nos expériences ou de notre réalité, l'abandon ou la négligence émotionnelle peuvent activer le circuit du stress de notre corps et créer des bouleversements émotionnels traumatiques. Cette conséquence peut se produire en un seul instant,
ce qui se produit généralement dans le cas de certains événements cités ci-dessus, ou s'accumuler lentement au fil du temps, se construire à l'intérieur de nous, le plus souvent sans que nous en ayons conscience. Lorsque nous sommes incapables de gérer nos réactions émotionnelles, alors elles s'imprègnent dans notre esprit et notre corps et restent en nous, pour finalement influencer nos pensées, nos sentiments et nos actes pour les années à venir. En plus des expériences stressantes au sein de nos foyers, un stress environnemental ou des traumatismes systémiques, culturels ou collectifs, touchent une grande partie d'entre nous et nous empêchent de créer un lien avec les personnes qui sont source de soutien et dont nous avons besoin pour nous sentir émotionnellement en sécurité. Le traumatisme collectif se produit lorsqu'un ou plusieurs événements, tels qu'une catastrophe naturelle, une récession ou une insécurité financière, une guerre, une colonisation ou une iniquité systémique, une oppression liée à la culture ou au genre, ou encore une pandémie, engendre un manque de sentiment de sécurité au sein d'un groupe, d'une communauté, d'un pays ou du monde au sens large. Ceci a des effets sur la manière dont les gens créent des liens avec eux-mêmes et avec les autres, des conséquences qui varient selon les personnes, en fonction de leur conditionnement, et des capacités d'adaptation qui ont été modelées à un niveau intergénérationnel. Tout comme nous avons tous des expériences émotionnelles uniques, nous avons également tous des schémas de réaction différents et des stratégies de défense qui sont basées sur un conditionnement spécifique à notre enfance, même si nous ne sommes pas consciemment capables de nous souvenir de ce qui nous est arrivé lorsque nous étions tout jeunes. Si vous avez déjà participé à une thérapie classique ou que vous avez lu des ouvrages sur les sciences comportementales, vous devez probablement connaître le concept du conditionnement. Il s'agit du processus par lequel nous avons appris, par la répétition des expériences, certaines croyances, certains comportements et habitudes, et qui sont stockés dans notre inconscient, d'où ils pilotent nos réactions, nos impulsions et nos motivations automatiques. Bien qu'une fois adultes, nous puissions très certainement créer de nouvelles habitudes en faisant de nouveaux choix et en ayant de nouvelles expériences, l'essentiel de notre conditionnement intervient lorsque nous sommes de jeunes enfants et que nous dépendons de la relation avec nos figures parentales. Cette expression, figure parentale, que vous rencontrerez tout au long de cet ouvrage, fait référence aux adultes qui étaient principalement responsables de la satisfaction de vos besoins physiques et émotionnels lorsque vous étiez enfant. Pour la majorité d'entre nous, ces personnes étaient nos mères et nos pères biologiques, bien que le terme puisse également inclure des grands-parents, des beaux-parents, des parents adoptifs, des frères ou sœurs, des infirmiers, des soignants professionnels ou autres premiers aidants de l'enfance. Petits, c'est vers nos figures parentales que nous nous sommes instinctivement tournés pour nous orienter et pour absorber des informations à propos de nous et de notre monde, qui que soient ces personnes ou si nous pensions avoir une bonne ou une mauvaise relation avec elles. Ce sont elles qui nous ont appris à exprimer ou refouler nos émotions, à regarder et traiter notre corps, à nous intégrer dans la société ou à y être acceptés. Par exemple, quel comportement était bon ou mauvais, et à créer des liens ainsi qu'à interagir avec les autres. Nous avons appris ces habitudes et ces croyances en observant les personnes qui nous entouraient et en reproduisant ce qu'elles faisaient. Tous les jeunes enfants imitent leur figure parentale. Vous avez probablement pu voir cela si vous avez déjà observé un nourrisson sourire ou tirer la langue pour répondre à sa mère ou à son père, qui faisait la même chose. De la même façon, les jeunes enfants copient la plupart des choses que leurs figures parentales font. Si celles-ci avaient honte ou réprimaient leurs propres émotions, vous avez sans doute appris à en faire de même. Si elles émettaient des critiques sur leur corps ou les caractéristiques physiques des autres, vous avez probablement appris à juger et à avoir honte de ces mêmes aspects chez vous. Si face à une situation stressante ou contrariante, elles réagissaient en criant et en hurlant, il est possible que vous fassiez pareil. Si elles géraient ces mêmes situations en se repliant sur elles-mêmes ou en ignorant quelqu'un, vous avez pu également apprendre à être émotionnellement détaché. Pour savoir comment naviguer dans l'univers de nos émotions, nous devons tout d'abord nous sentir suffisamment en sécurité pour exprimer ce que nous pensons ou éprouvons vraiment avec les personnes qui nous entourent. Une fois adulte, notre capacité à agir ainsi est grandement influencée par ce que nous avons ressenti dans nos toutes premières relations. Le concept de théorie de l'attachement, qui a été initialement développé par le psychanalyste John Bowlby en 1952, explique que le sentiment de sécurité au sein de la relation avec nos figures parentales influence le genre de relation que nous recherchons et que nous forgeons avec les autres pour le restant de nos jours.
Si l'attachement à nos figures parentales était principalement sûr lorsque nous étions enfants et que nos besoins physiques et émotionnels étaient systématiquement comblés une fois adultes, nous sommes plus susceptibles de donner la priorité à nos besoins et de les assouvir. Ces personnes ont plus de chances d'avoir confiance en elles ainsi que dans les autres, d'être émotionnellement résilientes ou capables de tolérer et de rapidement rebondir face à des situations inconfortables. La confiance, cette croyance d'une force émotionnelle, se construit au fil du temps, grâce à des actes réguliers, dignes de foi et prévisibles. Dans une relation, il s'agit du sentiment que vous pouvez compter sur quelqu'un pour qu'il se comporte d'une certaine manière. Nous sommes nombreux à ne pas avoir grandi avec des attachements sûrs, parce que nos figures parentales étaient elles-mêmes affectées par leurs tout premiers environnements relationnels, dans lesquels un grand nombre de leurs besoins n'ont pas été comblés. De ce fait, les attentes physiques et émotionnelles de notre petite enfance n'étaient pas systématiquement identifiées ou contentées. Aujourd'hui, il est possible que nous soyons incapables de reconnaître ou de satisfaire nos besoins d'adultes, parce que personne ne nous a appris à le faire lorsque nous étions enfants. Nous n'avons peut-être pas confiance en nous ou dans les autres. Nous réagissons souvent de manière impulsive parce que nous manquons de résilience émotionnelle pour faire face aux sentiments inconfortables. Que ceux-ci soient spécifiques, tels que le stress, la tristesse ou la colère, ou bien qu'il s'agisse de tous les sentiments déplaisants en général. Nous pouvons continuer de nous abandonner ou de nous trahir en donnant trop de temps, d'énergie et de ressources émotionnelles pour essayer de faire en sorte qu'une autre personne s'occupe de vous. Ou alors, nous décidons de nous fermer totalement au soutien que toute autre personne pourrait nous apporter. Que nos tout premiers attachements aient été sûrs ou non, nos schémas habituels pour créer des liens ont été raccordés à notre inconscient, et ils le sont toujours. Ce sont ces schémas qui continuent automatiquement et instinctivement de nous pousser vers des dynamiques relationnelles identiques jusqu'à l'âge adulte. Les besoins inassouvis de votre enfance qui vous gouvernent. Avant de pouvoir déterminer quels sont nos schémas d'attachement, il est tout d'abord important de comprendre ce qu'est un besoin de l'enfance inassouvi. Celui-ci peut être physique ou émotionnel, le premier est généralement plus facile à appréhender. Physiologiquement, nos corps fonctionnent tous de la même manière. Nos poumons transmettent l'oxygène à notre sang grâce à l'air qui nous entoure. Nos cellules fonctionnent en transformant les nutriments qui composent nos aliments, et nos muscles nous font bouger et nous aident à soulever et porter des choses lourdes. Ces ressemblances structurelles sont communes à tous les humains. Par conséquent, nous partageons les mêmes besoins physiques essentiels: eau, oxygène, nutriments et équilibre entre repos ou sommeil régénérateur et activité. Si dans l'enfance vos besoins physiques n'étaient pas satisfaits, il est possible que vous n'ayez pas eu suffisamment de nourriture, de vêtements appropriés, de place pour bouger ou de calme pour vous reposer. Ou alors, vous ne vous sentiez peut-être pas en sécurité dans votre environnement pour plusieurs autres raisons, y compris la stabilité financière et les discriminations raciales. Les besoins inassouvis de l'enfance peuvent aussi rassembler des manques plus subtils, tels que l'absence de contact ou d'apaisement physique, parce que vous étiez souvent seul ou bien parce que vous avez été élevé par des personnes qui n'étaient elles-mêmes pas à l'aise avec ce genre de rapport. Ou alors, vous ne dormiez pas assez parce que le foyer de votre enfance était trop bruyant et chaotique. Beaucoup d'entre nous, une fois adultes, continuent à rencontrer des difficultés avec leurs besoins physiques inassouvis, parce que nous n'avons pas accès aux ressources financières stables qui nous permettraient de prendre régulièrement soin de notre corps ou de nous sentir en sécurité dans notre propre peau. Quelles que soient les causes, lorsque les besoins physiques ne sont pas systématiquement satisfaits, notre métabolisme active une réponse dans notre système nerveux qui nous fait basculer en mode survie, faisant ainsi passer nos besoins émotionnels au second plan. Encore plus fréquents que les besoins physiques inassouvis, ce sont les besoins émotionnels inassouvis. La presque totalité des personnes que je connais, même celles qui ont eu des figures parentales bien intentionnées, a grandi avec des besoins émotionnels insatisfaits. C'est à prévoir, étant donné le nombre d'heures et de métiers que beaucoup de parents doivent faire pour subvenir à nos besoins financiers. Comment une personne qui fait des heures supplémentaires, qui ne dort, ne mange ou ne tolère pas bien son propre stress, peut prendre soin des émotions des autres? Elle ne le peut pas. Malgré ces iniquités et ces réalités sociétales, nous avons tous des besoins émotionnels profonds dont il faut prendre soin. Au sein de nos relations, le plus important d'entre eux, que l'on soit enfant ou adulte, est un sentiment de sécurité suffisant pour être nous-mêmes, sans perdre le soutien et le lien avec les autres.
Or, exprimer avec honnêteté notre avis et nos ressentis nous aide à créer une intimité affective. En étant capable d'être vulnérable et honnête, quels que soient nos sentiments, cela va permettre aux autres de nous observer et de mieux nous connaître. Lisez les questions ci-dessous et prenez le temps d'examiner si vous vous sentez émotionnellement en sécurité au sein de vos différentes relations. Est-ce que le lien physique et émotionnel qui existe entre nous me semble sûr? Est-ce que j'ai le sentiment d'être ou que ma relation est importante pour toi? Est-ce que j'ai le sentiment que tu m'aimes et que tu prends soin de moi, même dans les moments où nous sommes physiquement ou émotionnellement éloignés? Lorsque nous nous sentons émotionnellement en sécurité, nous pouvons avoir confiance dans l'autre pour qu'il voie, accepte et apprécie la personne que nous sommes, pour qu'il nous laisse de l'espace pour changer et évoluer, et pour qu'il ait notre intérêt à cœur. Si nous avions ce sentiment de sécurité au sein de nos tout premiers attachements, nous avons développé la capacité à avoir confiance dans notre rapport physique avec notre corps et l'aptitude à faire face au stress ou à toute autre émotion bouleversante. Lorsque le lien avec notre univers émotionnel nous semble sûr, alors nous sommes en mesure de partager notre soi de manière authentique avec ceux qui nous entourent. Et nous avons confiance dans nos relations, car nous savons que nous pourrons recréer ou réparer nos liens après des moments de conflit ou de déconnexion. Pour qu'une figure parentale aide un enfant à se sentir en sécurité, valorisé ou bien vu, entendu et apprécié, et aimé de manière systématique, elle doit être elle-même apte à ressentir régulièrement la même chose. Cela n'a pourtant pas été le cas de la majorité d'entre elles parce qu'elles n'étaient pas capables de réguler leurs émotions à cause de leur propre traumatisme de l'enfance et des dérégulations du système nerveux qui se sont ensuivies, un sujet que nous explorerons plus tard. Par conséquent, nous sommes majoritaires à ne pas avoir grandi dans la sécurité émotionnelle dont nous avions besoin pour nous exprimer de manière authentique, ce qui nous a poussés à nous sentir profondément sans valeur et émotionnellement seuls. Si nos figures parentales n'ont pas été capables de se sentir elles-mêmes émotionnellement en sécurité, elles ne pouvaient pas créer l'environnement dont nous avions besoin pour explorer et exprimer notre soi authentique. Par conséquent, nous avons fini par avoir le sentiment qu'elles nous ont émotionnellement abandonnés ou submergés et que nous devions découvrir par nous-mêmes comment gérer nos émotions et nos expériences, stressantes ou bouleversantes. Les sentiments associés pendant l'enfance à la négligence ou à l'abandon émotionnel activent dans notre cerveau le même chemin que celui de la douleur physique, forçant notre esprit et notre corps à avoir une réponse continue au stress qui a engendré le traumatisme. Un manque de sécurité émotionnelle chez l'enfant peut prendre la forme du mépris, de critiques ou de remontrances régulières de la part de sa figure parentale pour avoir exprimé divers sentiments, ce qui instille la croyance profondément ancrée que vous en faites trop, ainsi que les difficultés continues d'expression de soi qui vont avec. La figure parentale a pu aussi décourager ou empêcher l'enfant de poursuivre une passion ou un centre d'intérêt, ce qui, une fois adulte, le pousse à se poser des questions sur ce qu'il aime. Vous trouverez ci-dessous d'autres signes, bien qu'il en existe beaucoup plus, indiquant que certains de vos besoins émotionnels n'ont pas été satisfaits dans votre enfance. Vos figures parentales ne vous voyaient pas ou ne pouvaient pas vous voir comme une personne à part et unique. À la place, elles vous traitaient comme une extension d'elles-mêmes, qui devait suivre leurs traces ou adopter leurs croyances, leurs émotions, leur apparence, voire leur carrière. À l'âge adulte, il est possible que vous ne vous soyez jamais véritablement senti en sécurité pour être celui que vous êtes, ou que vous ne soyez pas vraiment certain de vos croyances, de vos sentiments ou de vos centres d'intérêt. Vos figures parentales ne vous prêtaient pas systématiquement attention, ou ne pouvaient pas le faire, parce qu'elles étaient distraites par leur travail, des problèmes relationnels, des exigences financières ou des traumatismes non résolus. À l'âge adulte, il est possible que vous vous isoliez ou que vous soyez trop indépendant, dressant des murs entre vous et toute forme de connexion ou de soutien venant des autres. Vos figures parentales prenaient souvent les choses de manière personnelle et étaient rapidement sur la défensive ou réagissaient vite avec émotion, en extériorisant ou en tenant les autres pour responsables, y compris vous, des problèmes divers ou de conflits. À l'âge adulte, il est possible que vous ayez souvent peur d'avoir des ennuis, que vous vous tourniez vers les autres pour qu'ils vous aident à vous sentir mieux,
ou que vous vous retrouviez à apaiser ou à faire plaisir aux autres afin d'éviter tout conflit. Vos figures parentales avaient deux facettes. Une qu'elles montraient à la maison, où elles critiquaient, humiliaient les autres ou se repliaient sur elles-mêmes, et une autre qu'elles affichaient en public, où elles étaient chaleureuses, affectueuses et apparemment tendres avec vous. À l'âge adulte, il est possible que vous soyez régulièrement tendu, incertain ou confus face aux intentions ou aux actes des personnes qui vous entourent. Vos figures parentales mettaient en avant ou se vantaient souvent de vos réussites auprès des autres, alors que la plupart du temps, elles vous ignoraient, à moins que vous parveniez à faire quelque chose ou que vous receviez une récompense pour votre performance. À l'âge adulte, en l'absence d'une approbation externe, il est possible que vous vous sentiez sans valeur, peu attachant ou brisé. Vos figures parentales rejetaient, invalidaient ou ignoraient systématiquement votre point de vue ou vos sentiments. À l'âge adulte, il est possible que vous vous retrouviez bloqué dans des réflexions binaires, bien ou mal, bon ou mauvais, souvent incapable de voir ou d'approuver la vision d'un autre, en particulier lorsque vous êtes contrarié ou en conflit. Vos figures parentales se concentraient le plus souvent sur leurs propres besoins ou émotions. Elles mettaient régulièrement en avant ou donnaient beaucoup d'importance au rôle qu'elles avaient joué dans votre éducation, peut-être en répétant ou vous rappelant toutes les choses ou les sacrifices qu'elles avaient faits pour vous. À l'âge adulte, il est possible que vous vous sentiez chroniquement redevable envers les autres ou égoïste, parce que vous avez tout simplement des besoins. Mes besoins émotionnels inassouvis. Bien que je m'en sois seulement rendu compte lorsque j'ai entrepris mon propre travail intérieur, l'environnement de mon enfance ne m'avait pas permis de me sentir systématiquement en sécurité et aimée simplement pour moi-même. Lorsque j'étais très jeune, ainsi que pendant mon enfance, mon adolescence et ma vie d'adulte, ma mère restait émotionnellement distante. Son attention était accaparée par des douleurs chroniques dans l'ensemble de son corps. Étant constamment distraite et enfermée dans un mode de survie, elle était incapable d'exprimer un peu d'émotion, excepté de l'inquiétude pour mon bien-être ou son approbation envers mes dernières réussites. Comme on me l'a expliqué plus tard, elle traitait mon frère, ma sœur et moi comme si elle était une infirmière, en nous nourrissant et en prenant soin de nous, sans être à notre écoute ou émotionnellement proche de nous. Mon père était une présence physique active dans ma vie. Il jouait avec moi et divertissait ma nature agitée. Mais lui aussi restait émotionnellement distant. Il ne partageait presque jamais ses sentiments en dehors de son stress quotidien ou de son agacement envers les autres. Ma sœur, qui a 15 ans de plus que moi, a également joué un rôle actif dans mon éducation. Elle a passé beaucoup de temps avec moi, notamment lorsque ma mère n'était pas capable de le faire. Mais elle aussi était émotionnellement fermée, étant donné que ses propres habitudes relationnelles, elle les avait développées au contact de nos parents. Tous les enfants ont un univers intérieur actif, qu'il soit mental ou émotionnel. Il en allait de même pour moi lorsque j'étais petite. Pourtant, chaque fois que j'essayais de partager mes expériences avec ma mère, elle exprimait souvent de l'inquiétude et essayait de rapidement résoudre ou écarter tout problème qui nous provoquait à toutes les deux des sentiments inconfortables. Elle a essayé au fur et à mesure de contrôler mon comportement afin de soulager sa propre souffrance, colère, tristesse ou déception, en disant des choses telles que «Ah, s'il te plaît, ne dis pas ou ne fais pas», insérer ici la phrase ou l'action non désirée, ou «Cela va me rendre triste», ou bien «Oh, tu ne voudrais pas», insérer ici la requête désirée, «Pour moi, pour que je ne m'inquiète pas». Effrayée à l'idée de perdre le lien que j'avais avec ma famille, j'ai commencé à régulièrement honorer leurs besoins ou leurs désirs à la place des miens. En apprenant cette dynamique de codépendance et en n'éprouvant aucune séparation entre mes émotions ou points de vue et celles des autres, j'ai aussi appris à assumer la responsabilité de leurs ressentis. Enfermée dans un cycle intérieur d'auto-accusation, j'ai pris l'habitude de justifier le comportement des gens, comme je l'ai fait plus tard avec Sophia, ainsi que dans beaucoup de mes autres relations. Il y avait au sein de mon foyer un manque considérable de limites, ce qui ajoutait encore plus de stress à un environnement déjà submergé. Chaque fois que je partageais une information personnelle avec l'un des membres de ma famille, elle était rapidement relayée aux autres sans ma permission, demande ou que je m'en aperçoive, pensant qu'en agissant ainsi, ils montraient leur soutien. Ces transgressions de ma confiance m'ont poussé à être encore plus dans la rétention et à limiter encore davantage les détails intimes que je partageais. Au fil du temps, j'ai appris qu'il était plus facile d'ignorer et de réprimer toutes mes émotions.
Je me suis finalement convaincue que je n'avais aucun sentiment, parce que cela me semblait plus sûr que d'accepter ceux dont l'expression me mettait mal à l'aise. L'absence de limite au sein de ma famille a perpétué ma croyance que les relations humaines n'étaient émotionnellement pas sûres. Comme je me sentais éloignée des personnes dont j'étais censée me sentir le plus proche, ma famille, j'avais peur que quelque chose cloche chez moi. Une crainte que ma mère a exacerbée en faisant systématiquement des commentaires sur ma nature secrète. Or, partager des détails de ma vie personnelle avec elle n'était pas une chose avec laquelle j'étais à l'aise, parce qu'elle n'était pas capable de créer de la protection émotionnelle ou le lien dont j'avais besoin pour m'exprimer avec elle de manière authentique. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.